de Gilles Dionne concernant les perspectives d'un cessez-le-feu en Ukraine. Alors évidemment, d'un point de vue théorique, tout conflit se termine par un cessez-le-feu et même un accord de paix. Fort heureusement d'ailleurs, sinon on n'en finirait pas. Force est de constater quand même que les conflits récents durent. Il n'y a qu'à voir les conflits aussi bien asymétriques comme en Syrie par exemple, ou aujourd'hui les conflits symétriques comme l'Ukraine qui peut encore durer plusieurs années. Hein, s'il n'y a pas une capitulation de Kiev, ça peut durer très longtemps encore cette histoire-là. Donc effectivement, un cessez-le-feu, c'est quelque part la finalité de tout combat. Le soldat ne se bat jamais pour faire la guerre. Il fait la guerre pour obtenir une paix qui lui est favorable, ou en tout cas qui le protège encore mieux et qui écarte le danger et l'ennemi. Donc les cessez-le-feu actuellement, il faut savoir que en février, enfin le 24 février, lorsque les Russes interviennent en Ukraine, il y a une première tentative de dialogue. On ne parle pas de cessez-le-feu encore, on parle de dialogue de la part de Zelensky, qui est tout de suite interrompu, puisque il fait une réunion du Conseil de sécurité national de l'Ukraine et à la question d'un dialogue avec la Russie, avec Moscou, il a comme réponse attendez la décision de Washington. Donc on voit très bien que ce n'est qu'un polichinelle et un pantin. La deuxième tentative de cessez-le-feu et de dialogue, le précédent, ça a été fait à Istanbul. Donc là, on est sur la phase croissance de l'intervention russe. Les Russes sont au nord de Kiev, ils sont sur Soumy, sur Tchernigov, sur Kharkov. Ils commencent la bataille de Mariupol a commencé. Ils ont pris Kherson. Donc en fait, il y a une espèce de vague russe qui est en train d'imposer sa vision géopolitique à l'Ukraine. Et donc, il y a une panique complète au niveau des états-majors politico-militaires ukrainiens. Et à Istanbul, il y a des délégations qui se rencontrent, donc des délégations russes, des délégations ukrainiennes, je vais y arriver, qui se rencontrent à Istanbul. Donc là, on est fin mars 2022. Et ces délégations conviennent d'entamer des pourparlers afin de négocier un cessez-le-feu et un traité de paix. Donc déjà là, on a en mars 2022, on accroche, je dirais, une sortie honorable du conflit. Il n'y a pas encore eu toutes les victimes que l'on connaît aujourd'hui. Lorsque la délégation ukrainienne revient donc sur Kiev, qui voit-on débouler à Kiev, cheveux ébouriffés au vent, mine de psychopathe rougeoyante? Johnson, le Premier ministre britannique, qui vocifère, qui hurle, qui tape sur le dos de Zelensky en lui disant « Mais non mon petit, t'as rien compris, il faut pas discuter avec les Russes, il faut pas négocier, on va t'aider. D'ailleurs, j'emmène avec moi déjà de l'artillerie, de l'armement, des canons, des munitions, des obus, etc., des missiles, ne t'inquiète pas. » Donc il avait amené dans sa valise, entre guillemets, diplomatique, il avait amené des missiles anti-navires, il avait amené des obusiers, il avait amené des... Donc, Zelensky est gonflé comme un coureur drogué sur les starting blocks, et donc il fait avorter les négociations. Alors ça, c'est l'aspect politique. On fait avorter les négociations. Et au même moment, intervient le pseudo-massacre de Boutcha, où on prétend qu'au retrait des forces russes, on aurait découvert des centaines de corps dans les rues de Boutcha. Or, beaucoup de vidéos, d'images et de témoignages nous racontent que les corps dans les rues de Boutcha sont apparus, j'allais dire miraculeusement, c'est un peu osé d'utiliser ce terme-là, mais sont apparus 2 jours après le départ des Russes. Et le lendemain de l'arrivée d'un bataillon spécial ukrainien qui est venu en fait normaliser la ville de Boutcha. Donc tout ça, c'est pour convaincre l'opinion publique que effectivement
on ne négocie pas avec des criminels. Donc, la décision politique d'engager une guerre longue et radicale, intense contre la Russie, s'accompagne d'une manipulation mentale des populations pour leur faire accepter finalement la tragédie. Donc ça, c'était un cessez-le-feu qui avait été envisagé d'une manière sérieuse, équitable, au début de l'année 2022. Depuis, de l'eau a couru sous les ponts et surtout du sang a couru sous les ponts. Et la situation actuelle sur le front, je rappelle quand même qu'on est à côté ukrainien, de l'aveu même des responsables ukrainiens, on est à peu près à 500 000 morts. 500 000 morts ukrainiens, ça veut dire plus d'1 300 000, peut-être 1 500 000 blessés, dont 300 à 400 000 handicapés, blessés irrécupérables. Donc on approche du million de pertes sèches pour la démographie ukrainienne. C'est quelque chose d'épouvantable. Et côté russe, alors, je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres, et quand bien même je les aurais d'une manière précise, je ne pourrais pas les dire, vous comprenez pourquoi. Côté russe, on est aussi sur des pertes beaucoup moins importantes que les pertes ukrainiennes, mais qui sont quand même conséquentes. Et donc, du coup, aujourd'hui, aussi bien les uns que les autres ils ne peuvent pas dire, OK, on s'assoit, on tape le carton et on décide d'un cessez-le-feu. C'est pas possible. Il faut que le cessez-le-feu, la Russie l'a très bien exprimé, maintenant que le jusque-boutisme de l'OTAN, qui continue à déverser des armes et des subventions, même en diminution actuelle, qui continue à soutenir l'effort de guerre ukrainien contre la Russie, bien à ce moment-là, la seule issue possible, s'il y a une négociation, ça sera on s'assoit sur une table et on réceptionne la capitulation totale et sans condition du régime de Kiev. Voilà, ça c'est le discours russe et je pense qu'ils le maintiendront parce que ils n'ont pas d'autre choix. Si demain il y avait un cessez-le-feu, même sur la ligne de démarcation actuelle, on verrait la partie ukrainienne restante intégrer l'OTAN. Et du coup, on se retrouverait avec une menace directe aux frontières névralgiques de la Russie. Je rappelle que la péninsule de Crimée, c'est quand même l'objectif premier de l'opération menée sur le Maïdan. Hein. Il fallait absolument que l'OTAN, dans sa poussée vers l'Est, récupère cette péninsule de Crimée, qui avait fait déjà l'objet d'une guerre internationale contre la Russie en 1850. Une petite coupure. On va revenir avec Erwan dans quelques instants. Oui, on de retour. Politique américain. Cette péninsule de Crimée a été considérée comme le pivot, en quelque sorte, avec l'Ukraine et la mer Noire, le pivot stratégique de l'Europe. Or, cette péninsule de Crimée, c'est le poste avancé de la Russie avec l'exclave de Kaliningrad, qui est sur les bords de la mer Baltique, et qui permet à la défense russe d'assurer et d'anticiper une menace venant de l'Ouest. Parce que le grand problème, la grande faiblesse de la Russie sur le plan géostratégique, c'est que ces centres névralgiques ne sont pas au cœur du pays. Ces centres névralgiques sont collés aux frontières occidentales. Donc du coup, Moscou, Saint-Pétersbourg, Rostov, au cas où l'OTAN avancerait jusqu'aux frontières russes, eh bien, ces grands centres névralgiques se retrouvent à quelques minutes de vol des missiles stratégiques américains. C'est d'ailleurs le cas déjà pour Saint-Pétersbourg, puisque avec l'entrée de l'OTAN des Pays-Baltes et l'entrée de l'OTAN récente de la Finlande, eh bien, on se retrouve avec Saint-Pétersbourg qui a un couteau sous la gorge. Donc, l'intérêt pour les Russes, c'est non pas d'envahir jusqu'à Lvov l'Ukraine, c'est de mettre à genoux l'OTAN et par l'intermédiaire du régime de Kiev et faire en sorte que,
la Russie récupère ses territoires historiques de Kharkov à Odessa de façon à ce que l'aventure bandériste ne puisse pas se rejouer de nouveau en menaçant la Russie, puisque là, du coup, ils auront effectivement le contrôle de territoires stratégiques, névralgiques, protégeant la base de Sébastopol, entre autres, et les rives de la mer Noire. Mais c'est également d'obtenir de l'OTAN que l'OTAN dégage de l'Ukraine, et que l'Ukraine, quel qu'en soit le morceau qui survivra à ce conflit, que l'Ukraine décide d'être un pays au minimum neutre, au mieux pro-russe. C'est tout. C'est une histoire, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est le principe géopolitique du bon sens commun, c'est on est adversaire, mais tu ne t'approches pas de mon territoire. Vous savez, dans les sociétés traditionnelles anciennes, moi j'ai eu l'occasion d'observer ça avec les sociétés africaines que j'ai pu côtoyer, notamment en Guinée-Conakry, ils ont des espaces vitaux, on va dire, des espaces communautaires, donc le village et les champs et les cultures et les territoires d'élevage qui sont autour. La communauté voisine, elle n'arrive pas en limite du territoire. Elle est plus loin. Et c'est-à-dire qu'entre les communautés, il y a des espaces neutres qui d'ailleurs sont partagés en termes d'espaces de chasse, de pâturage, de commerce, d'exploitation du bois, etc. Donc, on voit très bien que dans les sociétés traditionnelles, je parle de l'Afrique, mais en Amazonie, c'est pareil. En fait, dans toutes les sociétés traditionnelles anciennes, eh bien, ce principe-là, qui appartient au bon sens commun, était en application et qu'on n'était jamais au coude à coude ou épaule contre épaule. Il y avait toujours un espace où les tensions étaient résorbées, où les échanges pouvaient être faits d'une manière neutre. Or, avec le système américain, on voit très bien qu'ils veulent, comme ils veulent dominer toute la planète, eh bien en fait, eux, ils ne veulent pas d'espace, puisqu'ils veulent que toute la planète leur appartienne et soit sous leur domination. Donc la Russie ne peut pas aujourd'hui, selon moi, et selon les discours d'ailleurs du ministère des Affaires étrangères russe et du Kremlin, la Russie ne peut pas envisager d'autre sortie de cette guerre que la capitulation pure et simple de Kiev. Et également un retour de l'OTAN. L'idéal, ça serait ses frontières de 1998, mais bon, on ne peut pas non plus demander trop au Père Noël, mais si au moins l'OTAN pouvait se retirer des pays nordiques, ça me paraît mal engagé aujourd'hui, puisque la Suède va certainement intégrer l'OTAN prochainement, mais en tout cas, de la Finlande, les pays baltes et l'Ukraine, ça serait bien s'ils pouvaient ne pas appartenir à l'OTAN et rester neutres. Voilà. Donc une autre question de Anon 999. Sukhoi 57 et 14 BMPT, quid? Bah, si, il y en a, hein, les Sukhoi 57. Alors, les T-14, non, à ma connaissance, il n'y a pas de T-14, donc le char de combat Armata, qui est un char révolutionnaire avec seulement un équipage de 3, une tourelle entièrement automatisée, où il n'y a pas qui n'est pas habité, entre autres qualités nouvelles. Le T-14 n'est pas encore engagé sur le front russo-ukrainien. En revanche, le BMPT, donc le véhicule, pareil, un véhicule blindé qui est unique au monde. C'est-à-dire que c'est pas un véhicule de combat d'infanterie, c'est pas un char de combat, c'est un véhicule en fait d'appui au char. C'est un véhicule hyper blindé. Il a un blindage supérieur à tous les chars du monde. Il n'y a pas un char du monde qui peut lui opposer un blindage supérieur. Le BMPT qu'on appelle Terminator, c'est vraiment le véhicule de destruction maximale qui vient en appui-feu devant les chars de combat. Donc lui, il est là pour assommer toutes les positions et il est engagé. Hein. Le BMPT, je confirme, lui, il est comme le Sukhoi 57. Ce sont des matériels russes qui sont engagés sur le front et qui ont des résultats plus qu'honorables. Ils font vraiment des très très gros dégâts. Donc une question de Julien, c'est quoi cette histoire de ménagerie? Alors là, c'est le front de Marinka. Effectivement, il y a une position ukrainienne qui existe sur le front de Marinka qui s'appelle la ménagerie. Alors, pourquoi on appelle ça ménagerie? Alors, bien sûr, c'est une traduction. Hein. Tout simplement parce que c'est un ensemble de fermes parmi lesquelles il y avait une production comment on appelle ça, de peaux.
donc de fourrure, pardon, une production de fourrure. Donc ils faisaient de la fourrure, je sais pas, peut-être de la fourrure de vison ou de mustélidés, ou je n'ai pas je ne me souviens pas du type de bétail ou d'animal d'élevage qui était là, mais en tout cas il y avait donc des élevages peut-être de plusieurs espèces différentes, et du coup le nom de ménagerie est resté sur le lieu. Et c'est un ensemble de fermes qui a été fortifié par les forces ukrainiennes et qui aujourd'hui est sur le point d'être complètement encerclé par les forces russes. Alors une question de Louli Sacha. Qui a la meilleure armée de drones? Bah, techniquement parlant, déjà, il faut différencier. Quand on parle de drones, il y a plusieurs types de drones. Il y a les drones d'observation, il y a les drones stratégiques d'attaque, c'est-à-dire les drones qui volent et qui tirent des missiles, et il y a les drones kamikazes. Et à l'intérieur de ces divers drones, vous avez les drones tactiques, c'est-à-dire ceux qui travaillent vraiment sur, on va dire, les 15 km à partir de la ligne de contact, 15 km de profondeur. Ensuite, vous avez des drones opérationnels qui interviennent jusqu'à 80 km à peu près, hein. Je donne des chiffres approximatifs, 80 km de profondeur. Et après, vous avez des drones stratégiques qui, eux, interviennent vraiment dans la grande profondeur du territoire ennemi. Donc, si on prend quelques drones, par exemple les drones stratégiques qui tirent des missiles, bon, voilà, a priori, ce sont quand même les Américains, les Occidentaux qui sont les meilleurs, parce qu'effectivement, ils ont développé des drones avioniques emportant des missiles avec repérage de cibles satellitaires et qui peuvent, c'est les fameux drones tueurs des États-Unis qui shootaient les responsables Moudjahidines en Afghanistan, c'est les drones Bayraktar turcs, mais quand même, ces drones ont quand même des points faibles, hein, notamment par rapport à une artillerie antiaérienne ou une aviation de chasse. Ils sont vite repérables parce que ce sont quand même pas des aéronefs qui volent très vite. Ils sont quand même assez importants, donc ils ont une signature radar assez importante, et donc ils sont performants sur le plan technique de l'attaque. Ils retournent au sol, on les réarme et ils rembarquent. Ils ont, pour certains, des autonomies très très longues. Il y a des drones d'attaque qui, comme les drones d'observation stratégique américains, peuvent rester en l'air pendant plus d'une journée, hein. Donc, on a effectivement une technologie très avancée, mais qui au niveau d'un combat symétrique de haute intensité, se révèle plutôt médiocre. On le voit très bien avec les Bayraktar, donc les drones d'attaque turcs qui tirent des missiles et qui sont récupérables, parce qu'ils retournent au sol, on les réarme et ils repartent pour des nouvelles missions. Donc ces drones d'attaque Bayraktar ont été excessivement importants dans la victoire des forces armées azerbaïdjanaises en 2020 lors donc de l'avant-dernier conflit avec le Haut-Karabakh, donc à l'est de l'Arménie. Mais par contre, les drones Bayraktar en Ukraine, ils se révèlent plutôt médiocres parce que très vulnérables. Ce sont des aéronefs qui volent très très lentement, qui ont une signature radar très importante et qui se font shooter très facilement. Donc ils ont eu leur heure de gloire tout au début des premiers mois de la guerre russo-ukrainienne, notamment en intervenant et en participant à l'opération qui a amené la destruction du croiseur amiral Moskva, donc dans la mer Noire, parce qu'ils intervenaient pour faire diversion, etc., etc. Donc ils ont eu leur rôle significatif pendant pendant l'année 2022, mais aujourd'hui on n'entend plus parler quasiment du Bayraktar. Le Bayraktar, c'est le cas de le dire, il a disparu des radars. Donc il faut, pour ce qui est des drones tactiques, je pense que les drones tactiques d'attaque, c'est les Russes actuellement qui ont l'avantage. Alors les Russes ont l'avantage parce qu'ils ont développé notamment une famille de drones qui s'appelle le Lancet. Donc il y a plusieurs variantes du Lancet et ils sont vraiment en saturation de la ligne de front tactique, donc de la ligne de contact à 15 km en arrière. On a énormément de Lancet et qui font des véritables ravages au niveau des postes avancés, des véhicules blindés ukro-atlantistes. Ils en ont tellement, les Russes, de ces Lancet, au niveau effectif, qu'ils peuvent même se permettre de les cramer à plusieurs sur un seul véhicule pour vraiment marquer le coup et être sûr de la
du blindé. Et ils peuvent même, on voit même, il y a énormément de vidéos où on voit des drones kamikazes Lancet être utilisés contre des soldats. Donc, un ou deux soldats dans une tranchée qui sont repérés par le drone, eh bien, en avant, allez, on crame le drone sur 2 soldats ou sur 3 soldats ou dans une casemate qu'on repère parce qu'on en a pléthore. Il y a un stock de drones Lancet à disposition des forces russes. Ils y vont. Donc, ça a un impact. Alors, vous pourrez me dire, peut-être d'une manière pertinente, mais c'est quand même cher de cramer un drone sur un soldat d'infanterie. Alors, en termes de résultats, ça reste quand même efficace parce qu'un soldat peut tuer plusieurs ennemis. Un drone, comme je le disais, il coûte que 700, 800 euros. Donc, ça vaut le coup. C'est même pas le tiers du prix de l'équipement d'un soldat. Donc, il y a ça. Mais surtout, il faut savoir que les drones, aujourd'hui, ont un impact psychologique excessivement important. Alors, aussi bien du côté ukrainien que du côté russe. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est sur le front, on a quasiment envie de se faire greffer un œil au-dessus du casque. C'est-à-dire qu'il y a une omniprésence du drone dans l'espace aérien. Alors en plus, on ne sait pas vraiment quand on repère un drone à 500-600 mètres, qu'est-ce que c'est? C'est un drone, c'est quoi? C'est un drone de chez nous ou c'est un drone ennemi? Donc en plus, il y a une difficulté d'identification des drones puisque les quadracoptères ukrainiens ou les quadracoptères russes, je veux dire, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Hein. D'ailleurs, des fois, c'est la même marque civile achetée, je ne vais pas dire au même magasin, mais dans la même chaîne de magasins, qui est utilisée et militarisée sur le front par les uns et les autres. Donc c'est très compliqué. Les drones ont un impact psychologique. Je me souviens, j'ai vu une vidéo ukrainienne il n'y a pas longtemps. Les gars sont dans une tranchée, ils essuient donc une attaque de drone qui claque juste devant la casquette de leur bunker. Et les gars, en fait, ils s'affolent et ils se mettent à courir dans tous les sens. 2 lâchent leurs armes dans la tranchée et ils disent attention, attention, il va y en avoir un deuxième. Et on voit très bien que le drone, c'est vraiment l'épée de Damoclès, en fait, au sens vraiment mythologique du terme. C'est l'épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête de chaque soldat. Donc ça, c'est quand même une dimension, la dimension psychologique, c'est une dimension qu'il faut vraiment intégrer dans l'intérêt du drone, mais également sa menace. Alors, une autre question alors, j'ai plus que 2 questions. Hein. XD, qui demande quel est l'effectif des Ukrainiens sur le bastion d'Avdiivka. Alors, l'ensemble du bastion d'Avdiivka, c'est-à-dire la ville d'Avdiivka elle-même et ses postes avancés, donc on va dire grosso modo une demi-douzaine de villages agricoles, plus les réseaux de tranchées et de bunkers qui sont entre la ville et ses défenses périphériques. Alors, les chiffres que j'ai entendu dire, c'est 8 brigades et 30 bataillons. Bon, 8 brigades et 30 bataillons. Ce qui voudrait dire, en chiffres théoriques d'organigramme, que ce serait une force d'environ 30 000 soldats ukrainiens. Or, il n'en est rien. Pourquoi? Parce que un bataillon, c'est entre 300 et 400 bonhommes. Ça, c'est sur le papier. En réalité, après 2 ans quasiment de combats de haute intensité, quand un bataillon peut aligner 200 bonhommes, c'est déjà une belle performance. Donc, quand on parle de 8 brigades et de 30 bataillons, il faut relativiser les effectifs, et je pense qu'on peut arriver à un effectif d'environ 15 000 hommes, plus ou moins 2 000 peut-être, je ne sais pas, mais en gros, ça tourne autour de 15 000 bonhommes. Mais 15 000 bonhommes qui aujourd'hui commencent à être bien fatigués et ont d'énormes problèmes logistiques, pas seulement munitions, mais également vivres, médicaments. Le dernier rapport qui a filtré des services hospitaliers militaires ukrainiens dit que 30%, ce qui est énorme, hein, 30% des tués et des blessés sont liés au gel. Parce que le gel est arrivé dans les tranchées là depuis presque un mois. Hein, on a commencé à voir arriver le gel et donc le froid. Et donc ça démontre une chose, c'est que les gars, en plus, ils ont des gros problèmes d'équipement adapté.
parce que il faut un soldat qui meurt, généralement, son pactage disparaît dans la plupart des cas. Et quand l'hiver arrive avec les nouveaux soldats, il faut recompléter d'autant tous les pactages. Et donc là, ils ont des problèmes, les Ukrainiens, d'équipement. Alors la dernière question, je suis désolé, c'est une question personnelle de Fabien Axoy qui demande des nouvelles de ma santé. Ma santé va bien, ma santé mentale, morale va bien. J'ai toujours une attente d'opération du bras avec amputation et mise en place d'une prothèse bionique. Donc ça, c'est quasiment, je suis sur les starting blocks en fait aujourd'hui, tout est ficelé. Mais je dois attendre la levée de la quarantaine hospitalière en Russie, parce que malheureusement, il ne faut pas être manichéiste dans une vision, et là je fais un petit clin d'œil à Annette, il ne faut pas être manichéiste dans les visions de notre monde postmoderne, parce que la Russie a également sombré dans le théâtre sanitaire. Alors même si les vaccins en Russie ne sont pas des vaccins au graphène, même si les vaccins en Russie ne sont pas des vaccins traficotés comme ceux qui sont distribués en Occident, la Russie sombre également dans le théâtre sanitaire de la marchandise, et les hôpitaux en Russie ont subi une quarantaine. Alors j'ai On était à la quarantaine dans les hôpitaux en Russie concernant le COVID. Erwan va revenir, soyons patients. Et on va terminer l'émission avec son analyse du conflit au Proche-Orient et l'attaque de l'anglosphère sur le Yémen. J'ai demandé à Erwan de nous livrer son analyse de la situation là-bas. Alors, de retour avec Erwan. Donc, oui, excusez-moi, j'ai pas repéré à quel moment on a été coupé. Donc, je disais que mon opération, je suis sur les starting blocks et ça devrait se faire dans les semaines qui viennent. Voilà. Donc, je pense que les questions, j'ai pris ces questions-là. Je pense qu'on va pouvoir aborder un autre sujet, Karl. Oui, effectivement, Erwan, si tu m'entends, on aimerait t'entendre sur la situation au Proche-Orient et l'attaque de l'anglosphère il y a 2 jours sur le Yémen. Alors, effectivement, là, il y a ouais. Alors, ça, c'est la carte des outils. Donc, tu peux l'enlever, cette carte, ça va diminuer le... Oui. Alors c'est effectivement une nouvelle escalade dans l'escalade, si je peux me dire ainsi. Donc tout le monde est au courant puisque les images inondent les foyers du monde entier depuis le 7 octobre. Donc il y a eu une escalade du conflit israélo-palestinien qui aujourd'hui est en train de devenir un volcan rentrant dans une éruption plus importante. Alors, je me permettrai peut-être en introduction de ce sujet de préciser quand même que on est sur alors c'est pas un terrain glissant. Le problème du Proche-Orient, plus encore qu'avec l'Ukraine, parce que l'Ukraine c'est l'OTAN qui est plutôt mondialiste, transhumaniste, etc., contre une Russie qui, même si elle est très attachée à ses traditions et ses confessions religieuses, est quand même dirigée par une politique plutôt laïque. Hein. Donc, on n'est pas du tout dans la même dimension émotionnelle que celle du Proche-Orient, qui est un conflit très ancien sur une terre sacrée pour 3 religions, les 3 plus importantes, monothéisme. Et donc, il y a une dimension, je dirais, de passion, d'émotion, qui fait que on arrive vite, lorsqu'on aborde ce type de conflit, à des positionnements complètement irrationnels. Donc moi, j'ai toujours essayé ces dernières années de refuser en fait de tomber dans ces manichéismes idéologiques, d'ailleurs qu'ils soient religieux ou politiques ou philosophiques. Enfin, philosophique, il n'y en a pas beaucoup, mais j'essaye de prendre du recul toujours. Donc, ce qu'on peut observer ici, c'est que on a un gouvernement. Alors déjà, il faut différencier, pour commencer, en préambule, il faut différencier juifs
du gouvernement sioniste, parce que tous les Israéliens ne sont pas tous juifs, tous les juifs ne sont pas tous des sionistes, donc il y a des amalgames et des simplismes qui relèvent soit de la paresse intellectuelle, soit de la manipulation mentale. Donc, il est quand même intéressant, au départ, de définir les choses, les protagonistes et les idées qui s'affrontent. Lesquelles idées, d'ailleurs, sont malheureusement transformées d'une manière consciente ou inconsciente en idéologie. Donc, le problème, c'est que la fondation de l'État d'Israël est une fondation, en fait, qui s'est vautrée dans un terrorisme au départ. Il ne faut quand même pas oublier que l'Irgun, etc., ce sont des organisations terroristes. Hein. Donc, on a la Haganah, on a Stern, on a Irgun, qui sont des groupements qui portent un projet au départ socialiste, laïque, de réimplantation donc de colonies juives en Palestine. Donc c'est le projet sioniste qui est porté par le théoricien Theodor Herzl, mais que lorsque ce projet finalement prend corps et prend forme en 1947 et 48, décembre 47, ça commence à arriver, et en 48, je ne sais plus, c'est en mars ou en avril 48, l'État d'Israël est proclamé. Mais qu'est-ce qu'on voit arriver à ce moment-là? On voit arriver un gouvernement israélien avec Ben Gourion. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que Ben Gourion, c'est un type qui n'a pas de conviction religieuse particulière. C'est pas un croyant, bon, c'est un juif de confession juive de naissance, si vous voulez, mais ce n'est pas un croyant convaincu. Voilà, c'est pas un pratiquant, si vous voulez, du judaïsme. Mais on va voir Ben Gourion utiliser en fait la rhétorique religieuse un peu comme un instrument politique. Parce qu'il va donc justifier la fondation d'Israël à travers donc son antiquité juive, et qui n'est pas d'ailleurs complètement faux. Il faut quand même reconnaître qu'il y a eu effectivement un passé juif en Palestine, mais il va lui donner une dimension qui va progressivement, surtout lorsque Netanyahou arrive au pouvoir, d'abord comme Premier ministre. Netanyahou a été plusieurs fois Premier ministre, et on va voir cet outil politique ou cette manipulation politique de la religion devenir finalement une idéologie messianique, à tel point que Netanyahou va décider que l'État israélien, c'est fini, on ne parle plus d'État israélien, on parle d'État juif. Donc on voit une espèce de communautarocentrisme s'installer progressivement dans la définition de l'État d'Israël, et donc ça va pas arranger les choses dans les relations avec les Palestiniens qui majoritairement, pas tous, hein, mais majoritairement sont de confession musulmane. Donc c'est un peu compliqué d'aborder cette région. Il faut avant tout, je pense, évacuer les émotions, parce qu'on va voir un engrenage dû à une situation humanitaire qui est assez scandaleuse. Parce que, vous savez, ce que je disais ce matin sur mon télégramme, on a vécu en Europe, on a vécu pendant plus de 1000 ans avec une morale du pouvoir, une morale de la pensée dominante qui siégeait au Vatican. Donc cette morale, qui avait d'ailleurs des bonnes choses, hein, je veux dire, la morale chrétienne, heureusement, fort heureusement, elle a aussi des hautes valeurs qu'elle porte, mais il y avait à côté de l'aspect strictement religieux, avec ses axiomes de justice et de charité, il y avait aussi une moraline qui était destinée plutôt à asseoir un pouvoir politique. Et donc ce que j'aime à dire, c'est qu'on a eu une religion politique, une théologie politique pendant plus de 1000 ans, et lorsque l'effondrement de la confusion ou de la collusion entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux s'estompe jusqu'à disparaître, et voire même l'effondrement du pouvoir moral de l'Église catholique dans l'Ouest européen,
à ce moment-là, on voit un transfert de cette moraline, dans les grandes institutions internationales. C'est-à-dire que la moraline, c'est la SDN et c'est l'ONU. Mais avec quand même une continuité entre la moraline du Vatican et la moraline des institutions internationales, on peut dire même morale, hein, parce qu'il y a aussi des choses intéressantes qui sont défendues par les SDN et aujourd'hui l'ONU, c'est que ceux qui contrôlent en fait ces pouvoirs moraux s'en excluent, c'est-à-dire qu'ils se placent systématiquement au-dessus de la morale que ces institutions religieuses ou laïques veulent imposer aux autres. Je m'explique. Il existait dans l'Antiquité le droit de la guerre, d'accord? Jus in bello. Donc Jus in bello définissait qu'est-ce qu'un casus belli, donc qu'est-ce qui définit qu'à un moment donné, il y a un événement particulier qui autorise d'entrer en guerre contre son auteur. Et il y avait des règles de conduite de la guerre, notamment le traitement des prisonniers. Alors je dis pas que ça a été tout le temps respecté, hein. Je suis loin de dire que ça a été respecté. Je suis pas manichéiste non plus, hein. Donc, mais quelque part c'était défini en théorie. Et il y avait également la conclusion de la guerre. Donc du coup, il y avait des règles. Il y avait des règles comme par exemple, on déclare la guerre d'une manière officielle. Donc on envoie un messager avec une missive, un porteur, je sais pas trop quoi, ou on jette un gant à la gueule du roi ou du sultan que l'on estime être en guerre contre lui. Et ça a disparu progressivement, ça. Tout ça, ça a disparu. Pourquoi? Parce que ceux qui définissaient ces droits et ces règles, ils s'en excluaient directement. C'est pour ça que, par exemple, Augustin d'Hippone, il a dit, bon, juste ad bello, c'est bien, mais juste ad bellum, c'est mieux. C'est-à-dire qu'il faut définir un droit à la guerre. C'est-à-dire qu'on a le droit de faire la guerre à un autre uniquement pour des motifs idéologiques ou religieux. Voilà. Donc, on invente, dès le IIIe siècle, le droit de pourfendre son ennemi idéologique en dehors de toute règle liée à la guerre. C'est ce qui a donné naissance aux croisades, ce qui a donné naissance à l'Inquisition. Il y a énormément de déviations ou de dérives totalitaires, voire criminelles, qui ont été faites parce que ceux qui sont au-dessus des lois, eh bien, se donnent le droit de ne pas les respecter. Alors, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui avec les institutions internationales? On voit exactement la même chose. C'est les États-Unis qui contrôlent un peu toutes ces institutions internationales. Alors, soit elles leur coupent les ailes et elles les émasculent pour qu'elles n'aient aucun moyen coercitif, c'est le cas de l'ONU, soit elles les écrasent et on passe par-dessus les règles. Je veux dire, quand Sarkozy tortille et interprète la résolution de l'ONU pour attaquer la Libye et faire des massacres et renverser un régime dont d'ailleurs la Libye ne s'est pas relevée, hein, puisque c'est toujours le chaos infernal là-bas. Quand les États-Unis et l'Angleterre bombardent le Yémen, alors que la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU ne leur accorde pas ce blanc-seing. Donc on a systématiquement une pensée dominante qui se moque complètement des institutions et des règles qu'elle prétend vouloir faire imposer au monde. Donc ça, c'est quelque chose qui est commun. Et à côté de ça, les guerres sont menées toujours au nom de valeurs complètement agitées d'une manière hypocrite. Ainsi, on envahit le pays Qatar alors que le roi de France, qu'est-ce qu'il veut? Il veut juste augmenter son territoire vers l'Espagne, c'est tout. Mais on envahit le pays Qatar parce qu'il y a une croisade contre des hérétiques, des bogomiles, qui, dans les montagnes, dans leurs châteaux, alors qu'ils ne font de mal à personne, voilà, il faut justifier la guerre. Le pays de Cana, puisqu'on va parler des Palestiniens, le pays de Cana était habité par les Amalécites. Dans le livre d'Isaïe, Moïse dit
on va faire la guerre aux Amalécites. Mais vous les massacrez tous. Les hommes, les guerriers, les civils, les femmes, les enfants, les vieillards, y compris même le bétail. Donc on donne une dimension sacrée, quelque part, et dogmatique, à une entreprise qui est souvent une entreprise tout simplement de conquête territoriale à des fins économiques, géopolitiques, d'installation, etc. Donc qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Quand Saint Augustin dit on doit créer la jus ad bellum pour pouvoir faire la guerre aux tribus qui ne sont pas qui ne prient pas le même Dieu que nous. Donc ça, c'est une guerre préventive que l'on connaît aujourd'hui, où les États-Unis décident de faire la guerre à des pays parce qu'ils ne sont pas sous les régimes démocratiques. Enfin, parce qu'on devrait rajouter des pays qui ont des ressources pétrolières ou gazières et qui ne sont pas sous des régimes démocratiques. Parce qu'en fait, les pays qui sont sous régime non démocratique, où il n'y a pas de ressources, ça n'intéresse pas trop les États-Unis. Donc, on voit bien finalement qu'il y a une continuité et qu'on est passé d'une théologie politique à une politique théologique. Et ce qu'on voit en Palestine, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on voit un sionisme qui, au départ, n'est pas du tout théologique, même s'il s'inscrit dans une identité où il y a une religion forte, mais la religion n'est pas le moteur de sa politique. Or, aujourd'hui, avec le Likoud, on voit que la rhétorique politique de Tel Aviv est devenue en fait une espèce de politique messianique, puisque même Netanyahou dit « nous sommes les forces de la lumière, nous combattons les forces de l'obscurité, nous allons appliquer la prophétie d'Ésaïe », c'est-à-dire en fait il dit haut et fort et d'une manière claire pour tout le monde qu'il prône le génocide total des Palestiniens de Gaza. D'ailleurs, l'Afrique du Sud, qui a engagé une procédure au niveau alors non pas du tribunal pénal international, mais de la Cour de justice internationale, ils ont 6 pages complètes dans leurs documents, 6 pages qui ne concernent que des déclarations de responsables politiques israéliens disant on va tout foutre en l'air et on va tout massacrer. Donc, à partir de là, on peut plus aborder le sujet sur la raison. C'est ça le problème. Et comme en face, on a affaire à des populations qui sont également animées par un très fort sentiment religieux monothéiste, avec les excroissances fondamentalistes et extrémistes que cela comporte, eh bien, on a un engrenage finalement dans la région de folie extrémiste, de folie fondamentaliste. Et il ne s'agit pas de désigner l'un pour accuser l'autre, d'accuser l'autre pour pardonner au premier. Enfin, c'est un sac de vipères, en fait. Alors, effectivement, il faut quand même considérer qu'au départ, il y a une grave entorse finalement au bon sens commun du vivre ensemble entre les peuples, parce que je ne vois pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? On a l'impression dans le mythe, israélien, on a l'impression qu'avant 1947, personne ne vivait en Palestine. Mais non, c'est pas vrai. Non seulement il y avait des populations qui vivaient en Palestine, les Palestiniens, avec également des musulmans, des juifs et des chrétiens. Et les juifs et les Palestiniens vivaient en bons termes. Il y avait même des échanges commerciaux, il y avait aucun souci. Le souci arrive à partir du moment où les idées du vivre ensemble se laissent la place à des idéologies ethno-communautaro-centrées. Et là, tout part de travers. Tout part de travers. Et pourquoi on est arrivé aujourd'hui au drame actuel? C'est parce que, justement, les alliés du sionisme, à savoir les États-Unis, sont au-dessus des lois et imposent une omerta. C'est-à-dire que il y a quelque chose d'absolument abject, c'est que toutes les voies
quasiment depuis 70 ans. Aussitôt, alors bien sûr, vous savez, il y a ce qu'on appelle la reductio ad iterum, hein, le point Goldwyn. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, vous trouvez un moyen dans la conversation pour comparer ses arguments au Troisième Reich. Et du coup, clac, fin de discussion, t'es un nazi, dégage, rentre chez toi. Eh bien, il y a dans le débat autour de la cause palestinienne depuis 70 ans, il y a également la réductio, alors, ad Shoah, je ne sais pas comment on pourrait dire, c'est-à-dire que tu n'es pas d'accord avec moi, tu es un antisémite, donc dégage, rentre chez toi ou va en tôle directement. Donc c'est ça le problème, c'est qu'on n'est plus dans une situation où on peut dialoguer d'une manière raisonnable et raisonnée. Ça, c'est le drame en fait de cette région, c'est que tout devient passionnel, tout devient urticant, émotionnel. Ça devient quasiment insupportable. Alors, la faute à qui? Je ne sais pas. Vous savez, il y a beaucoup de complotisme qui circulent dans les réseaux alternatifs. Moi, je constate une chose, c'est que je ne dis pas que les complotistes ont toujours tort, mais je ne dis pas qu'ils ont toujours raison. Moi, je pense qu'il y a, entre les conformistes et les complotistes, je pense qu'il y a une chose qu'oublient les complotistes, c'est qu'il y a des événements dans l'histoire qui ne sont pas forcément organisés, préparés, anticipés, mais qui sont aussi liés à un opportunisme. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de la solution finale qui a été instaurée par les Allemands concernant les populations juives d'Europe à partir de 1942, ça a donné lieu à une tragédie humaine. Alors, moi, je ne suis pas de ceux qui vont commencer à faire des débats stériles et interminables sur oui, mais combien de juifs sont réellement morts dans les camps et patati et patata. Et là, c'est des querelles, c'est un peu comme vous savez, les sages qui discutent du sexe des anges pendant que les barbares sont au pied de la cité. Donc, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on a une tragédie historique réelle, peu importe le nombre de gens qui ont été tués soit par balle, soit dans les camps, ils ont été tués pour ce qu'ils sont. Donc un génocide, c'est pas la valeur d'un génocide n'est pas dans le chiffre et dans la statistique finale du génocide, mais dans l'intention génocidaire. C'est-à-dire que si on tue 10 personnes parce qu'elles sont noires, chrétiennes, juives ou je sais pas moi végétariennes eh bien c'est déjà une intention génocidaire. C'est pour ça que je parle dans le Donbass depuis 2014 d'une guerre à caractère génocidaire, parce que les bombardements sont faits dans le Donbass parce que ce sont des Russes qui y vivent, pas parce que ce sont des gens méchants qui pointent des armes et qui participent au combat, mais parce qu'ils sont russes, civils et russes. Mais russes, ça suffit pour les exterminer. Donc c'est à caractère génocidaire. Donc cette Shoah a été utilisée par les sionistes pour justifier la création d'Israël. Ils ont dit, ah, mais d'ailleurs, ça a été dit, hein, je crois même que c'est Ben Gourion qui en a parlé de ça. Il a dit, mais c'est-à-dire que la Shoah, je vais utiliser une comparaison assez osée. Il y a une espèce de crédit de la Shoah. La Shoah, c'est, ah, il y a eu la Shoah, donc j'ai un crédit. J'ai un crédit. Et donc, on voit que systématiquement, on se permet parce qu'il y a eu ça. Donc, d'ailleurs, vous savez, je ne sais plus, je crois que c'est Youssouf Indy qui disait justement que le nom, avant qu'on appelle ça Shoah, on parlait de l'Holocauste. Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, j'entendais aussi bien le mot Holocauste que le mot Shoah. Ce Shoah est arrivé, je crois, après une production de film sur le sujet. Mais avant, on parlait d'Holocauste. Or, Holocauste nous rappelle justement Youssef Indy qui a une connaissance théologique absolument exceptionnelle. Holocauste signifie sacrifice. Et le sacrifice, en fait, il n'y a que deux formes de sacrifice. Il y a soit le sacrifice expiatoire, soit le sacrifice rémunérateur. Donc, soit on effectue un sacrifice parce qu'on a commis une faute, soit on commet un sacrifice
pour demander quelque chose, pour espérer quelque chose. Eh bien, je pense qu'il y a une manipulation politique de l'Holocauste sous forme de demande expiatoire. Rémunératoire, excusez-moi. Donc, je pense que c'est ça. Et le problème, c'est que au fil des années, ben, les gens se sont lassés de ça. Ils ont commencé par dire, bon, ben, maintenant, ça va, quoi. Ça va. On va pas, pendant des siècles, vous pardonner tout au nom d'un massacre ou d'un génocide que vos ancêtres ont subi. Ce n'est plus possible. Ce genre de discours, qui est un discours qui a un fondement historique réel, qui a une souffrance historique réelle, ne peut pas justifier ensuite toutes les actions, à commencer par la Nakba, c'est-à-dire l'expropriation de centaines de milliers de foyers palestiniens à partir de décembre 47 et jusqu'à aujourd'hui, puisque les colonies, la politique de colonisation mise en place par Netanyahou à Jérusalem-Est, en Cisjordanie, etc., ça reste dans la même trajectoire qui n'est pas, qui est même criminel. C'est jugé comme criminel. Hein, les déplacements forcés des populations, c'est considéré par le droit international comme un crime. Donc, on ne peut pas systématiquement invoquer quelque chose d'un lointain passé pour justifier finalement l'injustifiable. Ça, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai très peur, en fait, de ce conflit en termes de tragédie humaine. On le voit très bien à Gaza. C'est que l'opinion publique, alors bien sûr, ce qui est intéressant aussi à Gaza, c'est qu'on voit un déchirement encore plus paroxysmique entre la base populaire et les gouvernements. On voit très bien que partout dans le monde, absolument partout, pas seulement dans les pays arabes, hein, mais absolument partout dans le monde, on a des manifestations monstres de centaines de milliers de personnes qui demandent l'arrêt, le cessez-le-feu immédiat des combats à Gaza et des bombardements à Gaza. Donc, ça veut dire que l'opinion internationale, je ne parle pas de celle qui est définie officiellement, c'est-à-dire l'aéropage des hyperpuissants, l'hyperclasse dominante, mais l'opinion réelle, populaire, internationale commence à être monstrueusement choquée par ce qui se passe à Gaza. Parce que je parlais tout à l'heure, lorsque j'évoquais l'Ukraine, de 8000 tués en 2 ans de guerre, quasiment, pour ne parler que des opérations militaires depuis février 2022. Mais on n'est pas du tout ça, hein, on n'est pas dans la même proportion. Vous imaginez 1000 kilomètres de front, des territoires immenses comme l'Ukraine, qui était le plus grand pays d'Europe avant la guerre, on a 8000 tués. Là, on est à Gaza. Gaza, c'est quoi? C'est une enclave de 360 km², je crois, 6 km sur 12, si mes souvenirs sont bons. Et on arrive déjà à plus de 20 000 morts, 60 ou 70 000 blessés en seulement 3 mois. Mais c'est simple, ce n'est même pas comparable. C'est tellement disproportionné la riposte israélienne sur Gaza qu'elle n'est aujourd'hui comparable avec aucun autre conflit moderne depuis un siècle. Très intéressant. On profite de l'immense culture de Erwan qui fait le tour de la question au Proche-Orient de façon magistrale. Je suis les commentaires en l'écoutant. On va suivre, on va continuer. Pendant que Erwan essaie de nous rejoindre à nouveau, j'aimerais solliciter les auditeurs. Cette vidéo-là va durer plus de 3 heures. Et ça serait intéressant d'avoir des gens un mandat d'arrêt contre lui. Vas-y, Erwan, on t'écoute. Et là, on a une population complète qui se fait massacrer
des villes qui se font réduire en cendres parce que, non pas parce qu'il y a des combats uniquement, mais et Netanyahou, on lui dit rien. Netanyahou, on le pointe même pas du doigt. Alors, ceux qui ont réagi d'une manière solidaire par rapport à la guerre de Gaza, pour la faire cesser. Il faut jamais. Vous savez, le problème, c'est que la doxa occidentale, elle aime faire son historiographie, même dans le présent. On savait très bien que l'histoire était écrite par les vainqueurs. Il n'y a qu'à voir les mythes nationaux divers et multiples qui sont distribués dans les écoles occidentales. Mais le summum de la malhonnêteté intellectuelle et de la manipulation mentale occidentale, c'est qu'aujourd'hui, la réécriture de l'histoire se fait en temps réel. C'est-à-dire que lorsque les troupes russes décident d'intervenir en Ukraine pour mettre une fin à la guerre du Donbass le 24 février 2022, 99,9% des opinions occidentales et de leurs médias vont dire la Russie a commencé la guerre contre l'Ukraine. Mais non, la guerre était déjà commencée depuis avril 2014. Il y avait eu 15 000 tués. C'est pas rien, 15 000 tués quand même. Hein. Donc, on voit la même chose s'opérer avec Gaza. La doxa occidentale commence l'histoire du conflit israélo-palestinien aujourd'hui le 7 octobre. Mais non, le conflit israélo-palestinien, il commence en décembre 1947. Et il y a eu des milliers de morts et des dizaines, voire peut-être des centaines de milliers de blessés et des millions d'expatriés, de déplacés depuis 1947. Donc, ce n'est qu'une escalade, certes la plus violente pour Israël, le 7 octobre, mais ce n'est qu'une escalade à l'intérieur d'un conflit israélo-palestinien qui dure depuis 76 ans. Donc, cette propagande occidentale qui consiste à réécrire systématiquement l'histoire en mouvement, ça devient insupportable. Mais les gens sont au courant maintenant. Les populations sont très très bien au courant. Ils sont pas dupes, il faut pas prendre les gens pour des cons. Les gens ont toujours été bien informés, même avant qu'Internet existe, même avant que la télévision existe. Les gens, ils étaient pas complètement idiots, ils savaient très bien ce qui se passait. Donc, la problématique aujourd'hui, c'est que Israël est coincé dans sa propre stratégie. Parce que Israël a un énorme problème. D'abord, Tsahal n'y arrive pas à Gaza. On le voit très bien. Plus de 3 mois de combat à Gaza d'une armée qui est la première armée du Moyen-Orient, soi-disant, qui a une haute technologie de renseignement, de bombardement, d'aviation, d'artillerie, de blindés, etc., qui est suralimentée par l'industrie militaire américaine, qui est la première au monde. Et qu'est-ce qu'ils ont en face d'eux? Ils ont, 20 000 maximum, 20 000 fantassins légers. Alors quand je dis léger, c'est pas seulement dans l'armement, hein, c'est aussi dans l'équipement. Il y a qu'à voir les vidéos. Les gars du Hamas ou de l'axe de la résistance, qui serait plus juste de nommer comme ça les combattants à Gaza, ils sont équipés de sandalettes, de shorts, de jeans et de polo. Hein. Je veux dire, en face, ils ont des mecs qui sont Robocop, quoi. Et pourtant, ils y arrivent. Ils cassent des chars, ils cassent des blindés tous les jours, ils tuent des soldats israéliens tous les jours. Alors, on a la doxa palestinienne d'État qui dit « Oh, on a 200 morts. » Je crois qu'ils sont arrivés peut-être à 200 morts maintenant. Enfin bref, peu importe. Un chiffre infiniment ridicule. Alors que les hôpitaux et les institutions israéliennes nous parlent de 12 000 à 15 000 soldats israéliens blessés. Donc 12 000 à 15 000, ça veut dire 3 000 à 4 000 morts, minimum. Donc ça veut dire que Tsahal est en train de subir à Gaza, peut-être qu'ils gagneront la guerre. Hein. Logiquement, en toute logique, si le conflit reste confiné à ce territoire,
forcément, au bout d'un moment, ils vont tellement assommer la population de Gaza qui n'a plus d'eau, plus de vivres, plus d'électricité, plus de médicaments, plus rien, qu'ils vont finir par partir d'eux-mêmes, évidemment. Mais en attendant, sur le plan militaire, Tsahal subit une humiliation comme jamais ils n'ont subi. C'est même pas une défaite, c'est une humiliation politico-militaire. Alors, comment Netanyahou peut s'en sortir de cette histoire-là? S'il était guidé par autre chose que son espèce de fanatisme messianique à la con, excusez-moi du terme, il signerait un cessez-le-feu tout de suite avec les responsables du Hamas, et il se mettrait autour d'une table et il redéfinirait, il rebattrait toutes les cartes ensemble. Mais ça, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Donc, il ne peut finalement que chercher une extension du conflit. L'extension du conflit, il va la chercher du côté du Hezbollah, il va la chercher du côté de la Cisjordanie, ou il va la chercher du côté des Houthis, donc du Yémen. Pourquoi? Parce que le Yémen, finalement, les Houthis, eux, ils ont dit, nous sommes solidaires et nous voulons un cessez-le-feu à Gaza. Et donc, pour ce cessez-le-feu à Gaza, pour forcer Israël à négocier et à cesser le feu et à cesser ses bombardements génocidaires sur Gaza, nous allons donc créer un blocus des navires marchands en destination d'Israël. Ce que font les Houthis avec leurs moyens militaires, qu'ils ont, parce que c'est les seuls moyens qu'ils ont à leur portée, mais c'est exactement ce que font les Américains avec leurs lois internationales manipulées et réécrites, avec l'Iran, avec la Russie, parce que les blocus qu'ils ont commencé à délivrer autour de Cuba, autour de l'Iran, autour de la Russie, mais c'est quoi? C'est exactement dans le même objectif que ce que font les Houthis dans le golfe d'Aden. C'est la même chose. C'est-à-dire, on crée un blocus. On vient de reperdre. Donc, je vais finir le temps qu'Erwan. Je vais juste voir s'il revient. Non, donc Erwan devra se reconnecter. Juste vous dire, cette vidéo-là va durer plus de 3 heures. Ça serait intéressant d'avoir des gens. Il n'y a pas de droit d'auteur sur mes vidéos. Donc, si vous voulez les découper, leur donner un titre, les publier sur votre page, faire des millions avec, j'en suis très fier. Donc, si vous avez, prenez l'initiative de découper mes vidéos, ça me ferait très plaisir et de les publier un peu partout. On retourne avec Erwan. Vas-y, Erwan, on t'écoute. J'ai l'impression qu'Erwan ne m'entend pas du tout. Ouais, donc ce que je disais, c'est, je ne sais plus où on a été coupé, mais bon, c'est les Houthis font finalement avec des moyens militaires ce que les Américains font avec des moyens économiques et des moyens juridiques détournés. Donc, on ne peut pas dire que les Houthis soient des pirates. C'est pas un acte de piraterie ce qu'ils font. Les États-Unis avaient saisi un pétrolier iranien, avaient changé son nom, et là les Iraniens viennent de reprendre le pétrolier qui battait sous un autre pavillon pour récupérer l'équivalent de sa cargaison et la ramener en Iran. Donc c'est une guerre. On a une guerre maritime, une guerre de pétroliers. J'allais dire, ça fait partie d'une facette de la guerre économique passée à sa radicalité. La coalition internationale pour essayer de limiter les actions des Houthis en faveur du blocus d'Israël. Cette coalition internationale, elle s'appelle, je crois, la flotte pour la prospérité, ou je ne sais plus, la défense de la prospérité. De la prospérité. Les gardiens de la prospérité. Voilà, donc rien que dans l'appellation, voilà, les gardiens de la prospérité, ou je ne sais plus, enfin bon. Donc c'est ridicule, mais ça en même temps c'est ridicule, mais très révélateur de la dimension de l'intérêt majeur de l'action militaire.
On n'est pas là pour protéger les équipages des pétroliers, on n'en a rien à foutre des équipages des pétroliers. On est là pour protéger le pétrole, c'est tout. Parce que c'est si on dit, vous savez, connaissez cet adage très ancien, l'argent est le nerf de la guerre. L'argent est le nerf de la guerre, mais aujourd'hui, dans les guerres modernes, le pétrole en est le muscle. Et ça, depuis même la Deuxième Guerre mondiale, si on regarde la bataille de Stalingrad, qui a été un grand tournant dans la Deuxième Guerre mondiale, pourquoi les Allemands sont allés à Stalingrad? Parce que c'était la route qui menait au Caucase et aux champs de pétrole du Caucase. Donc, on voit très bien que le pétrole, c'est effectivement quelque chose d'essentiel dans la conduite des guerres modernes. Donc, que les Houthis qui sont solidaires avec donc la cause palestinienne décident de faire le blocus à leur façon, ben, je dirais que c'est de bonne guerre, tout simplement. C'est pas plus détestable et certainement moins détestable que ce que fait Tsahal en bombardant d'une manière indistincte toute la bande de Gaza. Donc le truc, c'est que les Occidentaux se trompent également sur la nature en fait de l'axe de la résistance. On voit très bien qu'avec les différentes attaques qu'Israël a menées contre des leaders du Hamas au Liban, contre des leaders du Hezbollah en Irak, un attentat mené par proxy Daesh en Iran, des attentats également en Syrie sur des responsables du Hamas aussi, je crois, ou du Hezbollah, je ne sais plus. On voit très bien que là, les Occidentaux se trompent complètement parce qu'ils n'ont pas affaire en face d'eux à une coalition dans le sens occidental du terme, comme on peut imaginer l'OTAN. Hein. L'OTAN, par exemple, tout le monde se met au garde à vous et tout le monde obéit à un chef. Là, non, il y a un axe de la résistance. Il y a un axe de la résistance, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une convergence de résistance face au mondialisme américano-sioniste dans la région, mais chaque membre de cet axe de la résistance reste entièrement libre du moment de ses actions et des procédures de ses actions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un alignement bête et discipliné avec un commandement qui serait quelque part du côté de Téhéran, pas du tout. Pas du tout. C'est d'ailleurs ça a été le travail qui a été réalisé par le général Qassem Soleimani, celui que Trump a fait assassiner en 2020. Qassem Soleimani a dit, bon, là, il y en a marre de voir toujours une espèce d'indifférence ou d'inaction du monde arabe par rapport aux hégémonies américaines, donc je pense à l'Irak, à la Syrie ou aux hégémonies sionistes donc en Palestine, et il a dit bon, on va créer un axe et les Iraniens vont apporter un soutien matériel et psychologique et politique un petit peu, mais sans direction, à tous les éléments qui désireraient lutter contre ce mondialisme américano-sioniste. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc du coup, ce que voudraient les Américains dans cette histoire, ils voudraient frapper le Hezbollah et voir immédiatement Téhéran réagir. Mais non, ça ne peut pas se faire comme ça. Ou ils voudraient détruire entièrement le Hamas de façon à ce que Téhéran dise à tous les autres partenaires de l'axe de la résistance, maintenant vous rentrez, vous remisez vos armes et vous rentrez à la maison jouer aux cartes. Non, ça ne peut pas faire ça. Parce que Téhéran n'a aucune autorité disciplinaire sur les gens du Hezbollah, les gens du Hamas ou les Houthis. Il les accompagne, c'est tout. Ils sont dans une convergence de lutte, mais en aucun cas ils sont dans une. Vous savez que le Nasrallah, donc le grand chef du Hezbollah au Liban, donc c'est quand même un personnage diplomatiquement très féru. Hein. Il a un discours diplomatique qui est toujours très modéré, en même temps très radical. C'est un peu ce qui fait sa force à Nasrallah. Mais quand le Hamas a attaqué Israël le 7 octobre, Nasrallah n'a été averti que 2 heures avant. Ce n'est que 2 heures avant l'attaque que le responsable du Hamas au Liban est allé voir Nasrallah en disant bon, il y a une opération qui est en cours, ça va péter ce matin.
Donc, ils sont pas en connexion ils sont pas en communication opérationnelle. Ils sont juste en convergence politique et psychologique. Ce qu'a fait Qassem Soleimani, il les a unifiés. Il les a unifiés dans le sens de l'unification contre un ennemi commun. Avant, par exemple, le Hamas et le Hezbollah se faisaient la guerre en Syrie. Ils étaient l'un contre l'autre, puisque le Hamas avait rejoint la mouvance Al-Qaïda, ISIS et compagnie. Soleimani, il a dit arrêtez vos conneries. On a un ennemi commun, on ne va pas commencer à se déchirer entre nous. Donc, laisser ISIS et Al-Qaïda faire leur merde avec leurs mentors et leurs parrains américains, parce que tout le monde sait que ce sont des proxys au départ occidentaux qui ont été créés de toutes pièces pour essayer de renverser le régime syrien. Donc Soleimani, il a remis, j'allais dire, on va dire la mosquée au milieu du village, hein, pour plagier une expression chrétienne. Donc Soleimani a remis la mosquée au milieu du village. Il a dit non, mais nous, on a notre ennemi, c'est pas Assad, notre ennemi, c'est. Donc c'est ça le travail de Soleimani. C'est pour ça que les Américains l'ont flingué, parce que au niveau du dossier moyen-oriental, les démocrates et les républicains, ils sont grosso modo sur la même longueur d'onde. Hein. Ils sont sionistes tous les deux, hein. Ils sont partisans. Là, récemment, il y avait une candidate américaine aux républicaines qui disait de toute façon, les Gazaouis, il faut tous les expulser, il faut les envoyer en Turquie, en Égypte, etc. Donc, elle était favorable à l'épuration ethnique. Voilà. Et c'est une républicaine. Donc, à ce niveau-là, démocrates et républicains américains, ils sont dans une convergence. Pourquoi ils sont dans une convergence? Parce que ce sont aussi les animateurs d'une politique messianique. Hein, faut pas oublier, on a les présidents américains, ils jurent sur la Bible, ils sont entourés en permanence dans leurs meetings par des protestants, néo-protestants, adventistes et compagnie, ils sont dans cette dimension également On va voir la fin. Là, je vois que c'est encore bloqué. On reste patient. Ça se termine. On va terminer là, cette partie-là du Proche-Orient avec Erwan. On va voir si ça a envie de revenir. Non, c'est ça, il va revenir. Donc, je veux lui poser une question aussi concernant le Venezuela et la Guyane. On sait qu'Erwan a habité en Guyane au-dessus de 10 ans. Mais on va terminer avec le Proche-Orient. Continue, Erwan. Donc oui, ce que je voulais juste dire pour finir un peu avec cette histoire de Gaza, c'est que je pense qu'il faut en tout état de cause, il faut penser avant toute chose aux populations. Alors, quand je dis penser aux populations, c'est bien sûr, en l'occurrence, en ce moment précis, penser aux familles qui vivent à Gaza, qui sont complètement dans une situation. C'est même là, on n'est plus dans la tragédie. Là, on est dans l'innommabilité. Et là, s'il y a bien une population qui aurait le droit d'utiliser le terme Shoah aujourd'hui, c'est les Palestiniens de Gaza. Hein. C'est sûr. Hein, mais on ne va pas rentrer non plus dans l'inversion en restant dans le même registre irrationnel. Donc, il faut penser aux populations. Alors, à la fois les populations palestiniennes, bien sûr, pas seulement celles de Gaza, mais aussi celles de Cisjordanie où la situation s'empire chaque jour, mais il faut aussi penser aux populations israéliennes. Alors moi, je pense aux populations israéliennes parce que ils sont pris en otage. Ces populations israéliennes sont complètement prises en otage par une politique complètement psychopathique. C'est une politique qui date du Moyen-Âge. Enfin, je veux dire, encore quand je dis Moyen-Âge, c'est dans le sens péjoratif du terme, parce que je suis même pas sûr qu'au Moyen-Âge,
à part peut-être les périodes d'obscurantisme inquisitorial, etc., je pense pas qu'au Moyen-Âge, on ait des gouvernements qui soient aussi tarés que ça, quoi. Je veux dire, là, on est quand même sur un truc qui relève de la démence pure et simple. Et c'est surtout une fuite en avant qui peut, et qui veut, c'est pas qui peut, mais qui veut mettre le feu à toute la région. Et les États-Unis sont derrière comme des vautours sur la branche. Pourquoi? Parce que les États-Unis, leur diable régional, c'est l'Iran. Et en passant, bien sûr, la Syrie et la nébuleuse Hezbollah, dont les Houthis font partie. Hein. Donc, on est face à une politique du jusqu'au boutisme chaotique de la société de la marchandise. Et on le voit très bien avec les opérations qui ont lieu au Yémen, parce que la marchandise est omniprésente dans le centre des préoccupations occidentales. Ils en ont absolument rien à faire des Houthis, ils en ont rien à faire des Gazaouis, même des Israéliens, ils en ont rien à faire. Ils veulent juste protéger un gouvernement à Tel Aviv qui remplit le rôle de gendarme au Moyen-Orient pour les intérêts occidentaux. C'est juste ça, le rôle d'Israël, c'est ça. C'est hop, on vous file la mission, le bâton et le képi du gendarme. Bon, en contrepartie, vous pouvez délirer avec votre projet messianique du Grand Israël, etc., et de ses épurations ethniques, mais on veut que vous restiez là parce que c'est avant tout nos intérêts marchands, c'est tout. Il n'y a pas de... les soldats israéliens qui aujourd'hui sont engagés à Gaza, il y avait Marion Sigaud qui a vécu là-bas. Marion Sigaud connaît très bien cette région. Je crois même qu'elle parle l'hébreu. Elle rapportait des témoignages que lui ont donné ses amis restés en Israël. Ça l'a encore bloqué. Il vient de me faire penser à Marion Sigaud, qu'on a déjà interviewé ici à Brochu en direct. Et je vais voir si ça repart. Erwan? Non, c'est ça, il devra se déconnecter, puis ça achève là, parce que je vois qu'on a des problèmes. Il me fait penser à Marion Sigaud, et effectivement, elle a habité la région là-bas. Et je vais tenter de la rejoindre cette semaine pour l'avoir à l'émission la semaine prochaine. Il y a Christine Devier-Joncourt aussi, qui est due pour venir nous voir, qui connaît bien les dossiers internationaux. Et donc, c'est intéressant. Et on va terminer l'entrevue avec Erwan. Erwan, juste te dire, on va terminer désolé. Gaza. Et ensuite, on aimerait t'entendre sur le Yémen. Vraiment, qu'est-ce qui se passe sur le terrain suite à l'attaque des Anglo-Saxons. Et pour terminer, j'aimerais avoir aussi ton avis sur ce qui se passe au Venezuela versus la Guyane. Coupe ta vidéo. Oui. D'accord. Oui, pour finir, ce que je vois moi aujourd'hui, c'est que Tsahal a retiré 20 000 soldats de la bande de Gaza parce qu'ils ont subi trop de pertes. Marion Sigaud disait dans une rencontre sur les réseaux que ses amis, parce qu'elle a vécu en Israël, elle parle hébreu, elle a beaucoup de contacts encore là-bas, et elle disait, mais des amis que j'ai en Israël me disent que les soldats israéliens reviennent complètement traumatisés. C'est-à-dire qu'il y a un choc post-traumatique des soldats israéliens qui ont été engagés à Gaza. Alors, par rapport à la violence des combats qu'ils vivent, qui est sans commune mesure avec les précédentes guerres israélo-arabes, et aussi parce que ils font des choses qui sont contraires. Enfin, on leur fait faire des choses complètement ahurissantes et abominables. Donc ils reviennent, ils sont vidés. Donc il faut, là encore, il faut encore faire la différence entre les populations, y compris les soldats que l'on envoie comme chair à canon ou comme porte-flingue sur le terrain, et puis les gouvernements de psychopathes qui sont entièrement et uniquement les seuls coupables et responsables de la tragédie. Je pense que là, il est nécessaire également de savoir raison garder, parce que j'entends déjà
j'entends déjà des réactions viscérales. Alors, soit c'est il faut flinguer tous les Palestiniens parce que ce sont tous des terroristes, Palestiniens égale terroristes, ou alors on entend à l'inverse des réactions qui disent il faut flinguer, il faut virer tous les Israéliens de Palestine parce que les Israéliens, c'est tous des sionistes. Non, il faut, encore une fois, il faut calmer le jeu. Il faut bien comprendre une chose, c'est que contrairement au discours des hommes politiques, que ce soit les hommes politiques d'ailleurs d'Ukraine ou les hommes politiques de Tel Aviv ou ceux de Washington quand ils font des interventions militaires à droite et à gauche, on l'a bien vu avec l'Afghanistan, avec l'Irak, etc. On ne déradicalise pas une population en lui balançant des bombes sur la gueule. Je veux dire, ça, c'est quelque chose, mais qu'un enfant, un enfant de 6 ans peut comprendre. Un enfant de 6 ans peut comprendre ça. Bombarder comme les Israéliens font Gaza depuis 3 mois, avec un Netanyahou qui dit nous avons comme objectif de déradicaliser la population de Gaza, mais c'est pour un tué à Gaza, vous avez 10 terroristes potentiels parmi les survivants qui l'entourent. Et aujourd'hui, on est à plus de 20 000 tués. Donc imaginez. C'est-à-dire que pour moi, Israël, déjà, si on devait différencier les différents volets d'une guerre, c'est-à-dire guerre politique, guerre militaire, guerre économique, guerre psychologique, Israël a perdu la guerre morale. Aujourd'hui, Israël a perdu la guerre morale. On le voit très bien avec toutes les manifestations à travers le monde. Israël a perdu la guerre morale, mais quelque part, ça me chagrine. Pourquoi? Parce que c'est la faute aux sionistes. Or, les juifs ne sont pas tous sionistes, loin s'en faut. Donc on voit une population finalement israélienne et juive en particulier qui est prise en otage par une politique infernale au service d'un mondialisme messianique, puisque aussi bien les Américains que les sionistes sont des messianiques, hein, c'est pareil. Ils jurent sur leurs livres sacrés, ils ont leur mythologie. Alors les uns ils traversent la mer Rouge, les autres ils traversent l'Atlantique. Le groupe de Moïse ou le groupe des pères pèlerins états-uniens, enfin ils sont dans une espèce de même folie dogmatique. Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, m'attriste le plus. C'est qu'il y a une prise en otage des populations du monde et en réaction de tous les autres peuples qui sont dans leur viseur, dans leur collimateur, uniquement parce qu'il y a des psychopathes qui croient dur comme fer à des dogmes idéologiques, qui soient d'ailleurs religieux ou laïques. Hein. Là, je ne vise pas particulièrement aucune religion en particulier, mais à partir du moment où l'idée devient idéologie, l'idéologie bascule un jour ou l'autre, dès qu'elle est confrontée à des problèmes, elle bascule un jour ou l'autre dans l'extrémisme, le fondamentalisme et le terrorisme criminel. Ça, c'est systématique. Donc, c'est ça qui, à mon avis, qui est le plus important. Donc, aujourd'hui, l'armée israélienne quitte Gaza, mais reprend ses bombardements génocidaires avec encore plus de force, parce qu'ils veulent maintenant avoir le même résultat, mais en diminuant leurs pertes. Et les 20 000 soldats vont être je pense, reconstitués moralement et physiquement et matériellement, et ils vont être envoyés au nord d'Israël, sur la frontière avec le Liban. Et le général Gantz a dit, donc le chef d'état-major israélien, a dit il y a quelques jours, il a dit, nous allons appliquer au sud Liban ce que nous faisons à Gaza. Alors, il peut toujours se lever tôt, le pépère, parce que ils n'y arrivent pas déjà avec une infanterie légère complètement sous blocus et avec un armement dérisoire à Gaza. Contre le Hezbollah qui est surentraîné, beaucoup plus nombreux, le Hezbollah peut monter jusqu'à 300 000 combattants, armés avec une logistique iranienne derrière. Je pense que là, ils ont du souci à se faire. Mais moi, le souci, c'est que s'ils vont jusqu'au bout de leur connerie, et qu'ils attaquent le Sud-Liban, ils ne pourront le faire qu'avec le soutien des forces aéronavales américaines. Donc imaginez là l'escalade démentielle dans laquelle on plonge. On craignait une troisième guerre mondiale très rapide et générale avec l'Ukraine, et là on va peut-être la voir arriver avec l'Iran.
parce que forcément, intervention américaine au sud Liban contre le Hezbollah, je veux dire là, il va y avoir un effet domino qui va remonter sur l'axe de la résistance, de tous les mouvements de résistance des Hezbollah, donc syriens, irakiens, etc. On va même certainement voir des milices arriver d'Afghanistan ou je ne sais où. Et à un moment donné, tout ça, ça va prendre une telle ampleur que l'engrenage va devenir incontrôlable. Erwan, et ça, c'est le truc qui, pour moi, est le plus dangereux. C'est à partir du moment où un conflit devient incontrôlable. On a très bien vu, par exemple, que jusqu'à présent, la Russie a toujours su garder le contrôle du conflit en Ukraine et que le Hezbollah a toujours su garder le contrôle du conflit avec Israël. Mais si jamais il y a un interventionnisme américain, comme ça vient de se faire au Yémen, on était à l'escalade et le Yémen et Erwan, un peu comme nous ici, craignons une escalade du conflit. On vous fait des émissions depuis 3 mois là-dessus. Et il y a Bassam Tahan qui est venu nous expliquer toute la dynamique. Il y a 4 fronts au Proche-Orient là qui il peut d'une heure à l'autre, d'une journée à l'autre exploser. Gaza, le nord du Liban, il y a l'Irak et maintenant le Yémen. Erwan. Oui, alors le problème, c'est que l'intervention américaine, faut fermer ta vidéo, l'intervention américaine au Yémen ouvre en fait justement la première étape d'une régionalisation du conflit. Le Yémen, l'intervention anglo-britannique, qu'est-ce que je raconte, anglo-américaine au Yémen, d'abord c'est une intervention, même de nombreux hommes politiques aux États-Unis on dit que c'était une intervention anticonstitutionnelle puisqu'elle n'avait pas eu l'aval du Sénat et encore moins l'aval de l'ONU. Donc on est vraiment sur alors les Houthis, c'est la partie rouge, hein, c'est la partie rouge du Yémen. Après, les autres factions sont soit en faveur des États arabes unis, soit en faveur de l'Arabie saoudite qui a réalisé un cessez-le-feu avec les Houthis. Mais donc les Houthis, vous voyez très bien que leur position, elle est éminemment stratégiquement vitale puisqu'ils contrôlent en fait le passage dans la mer Rouge. Donc le passage d'Aden dans la mer Rouge vers le canal de Suez. Et c'est pas pour rien que la France maintient en face l'enclave de Djibouti, hein, d'ailleurs dans laquelle les Américains ont installé un missile Patriot. Et donc on voit très bien que c'est un étranglement absolument vital pour l'économie occidentale. Donc les Houthis ont décidé d'intervenir là où ça fait mal, hein, c'est-à-dire le but de toutes les guerres menées par l'Occident, c'est le pétrole. Et bien les Houthis, ils attaquent là où ça fait mal. Voilà. Donc on peut pas. Moi personnellement, je leur reproche pas dans un acte de résistance contre l'américano-sionisme. Je ne leur reproche pas du tout d'intervenir sur les pétroliers qui passent au large. Ceux qui n'ont pas compris le fondement de leurs actions, en les considérant comme la doxa occidentale les décrit comme des pirates anarchiques et qui font n'importe quoi. Non, ils font pas n'importe quoi. Les pétroliers, par exemple chinois, les pétroliers russes, ils passent. Les Houthis sélectionnent. Ils sélectionnent. Eux, ils sont là en disant voilà, nous c'est le système anglo-américano-sioniste qui est notre ennemi. Donc tous les bâtiments marchands et pétroliers qui les nourrissent sont nos cibles. C'est de bonne guerre. Après tout, les Israéliens, ils font le blocus alimentaire énergétique de Gaza. Je ne vois pas pourquoi leurs ennemis ne procéderaient pas exactement de la même manière. Il semblerait que Israël, depuis l'intervention des Houthis en mer Rouge, les Israéliens ont eu un manque, ils ont perdu 2 milliards, je crois, 2 milliards de dollars. Ça leur a coûté déjà 2 milliards de dollars, le blocus mené par les Houthis. Sans compter que tous les navires qui vont devoir contourner l'Afrique sont... qui va payer en fait le surcoût
de ces, ce sont les Européens. Donc c'est peanuts pour les Américains. Pour les Américains, ils sont contents finalement. C'est encore les Européens qui vont cracher au bassinet parce que c'est essentiellement des produits qui sont à destination des pays européens. Voilà. Donc une fois de plus, les Américains ils jouent coup double, hein, ricochet. Donc j'attaque la Russie en affaiblissant l'Europe, j'attaque le Yémen et je continue à affaiblir l'Europe. Voilà. Donc ça c'est les frappes initiales, donc les fameux tests. Alors les frappes contre les Houthis, honnêtement, ça va pas changer grand-chose. Ils vont détruire effectivement des infrastructures militaires. Ils vont certainement, alors là ils ont tiré, par exemple, ils ont détruit des radars, des stations radars, mais ça va pas fondamentalement mettre à genoux les Houthis, bien au contraire. On a vu dans les manifestations qui ont eu lieu à Sanaa après l'attaque de l'aéronavale américaine et britannique, on a vu que des manifestations de plusieurs millions de personnes réclamaient la guerre directe. Ils sont tous d'accord. Ils sont tous d'accord pour dire maintenant on y va, on va se battre s'il faut à main nue contre le grand Satan. Et je ne suis pas persuadé, parce qu'ils ont compris que les Américains sont très bons pour bombarder du ciel, mais très mauvais dès qu'il s'agit de mettre une Ranger sur le sol. Ils ont montré leur inefficacité terrestre en Afghanistan. En Syrie, leurs auxiliaires n'y sont pas arrivés. Leurs bases sont devenues des forteresses recroquevillées sur elles-mêmes. En Irak également. Donc en fait, les Houthis sont dans leur pays, avec des montagnes, avec des déserts. Ils sont chez eux. C'est un peuple très ancien. Hein. Faut pas oublier que la colonisation de l'arabisme en Afrique du Nord est partie du Yémen. Hein. Les Yéménites, depuis des siècles et des siècles, ce sont des conquérants, ce sont des guerriers. Donc ils ont un mental et un passé. Ils ont un héritage qui fait qu'ils sont complètement plus un culte du martyr, comme dans toutes les religions musulmanes. Ils ont un culte du martyr qui fait que voir des GIs américains débarquer en hélico ou en bateau le long de leur côte, c'est un peu, vous savez, c'est un peu comme Obélix qui dit chouette, chouette des Romains, quoi. Hein. Donc ça va être un peu la même chose, je pense. Donc ça va être un massacre. Évidemment, il y aura des pertes abominables dans les populations civiles à droite et à gauche, mais en tout cas, les Américains n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas. Et leur pseudo, vous savez, ils ont invoqué leur intervention et leur bombardement sur le Yémen en disant nous bombardons le Yémen pour cesser le blocus de la mer Rouge. Mais c'est tout l'inverse qui va se passer. Au contraire, ils vont le radicaliser parce qu'ils vont pas mettre, même si ils vont pas défaire le Yémen en 2 jours ou en 2 semaines. C'est encore un fantasme complet occidental. Non, ce qu'ils espèrent, c'est que de pays en pays, donc après, vraisemblablement Syrie, Irak, etc., eux, ce qu'ils veulent, c'est créer une dynamique de guerre qui se dirige vers l'Iran. Et qui trouve-t-on derrière l'Iran? On trouve la Russie, bien sûr, son allié fidèle. Alors, il y a deux choses. Alors, je pense que c'est pas un hasard au niveau du calendrier. Il y a 2 choses importantes. D'abord, dans les BRICS, vous savez que dans la création d'un monde multipolaire qui est vraiment là en train d'éclore, les BRICS sont la composante économique de ce monde multipolaire. Les derniers pays à avoir intégré les BRICS, donc je rappelle que les BRICS au départ c'est Brésil, Russie, Afrique du Sud, Inde et Chine, eh bien on a les BRICS qui ont doublé. Les BRICS maintenant c'est 10 pays. Et les 5 nouveaux pays qui ont intégré les BRICS, c'est qui? Accrochez-vous, c'est l'Iran, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Éthiopie. C'est-à-dire que les 5 nouveaux pays qui ont intégré les BRICS sont justement des pays qui appartiennent à cette région lévantine. Donc ça veut dire que l'ultra-puissance américano-sioniste qui avait vraiment le monopole à la fois de la division et de la suprématie militaire et économique dans la région, eh bien, elle est en train de s'effondrer complètement. Elle est en train de s'effondrer complètement. Donc, la guerre qui vient d'être déclenchée au niveau de la Palestine, eh bien, je pense que c'est quelque part
une fuite en avant par rapport à cet effondrement qui est observé. Deuxième élément qui rentre en ligne de compte et qui est en connexion avec l'Ukraine, c'est qu'on voit très bien que la stratégie américaine n'est pas gagnante en Ukraine. Bien au contraire. Non seulement elle voit ses proxys bandéristes ne pas arriver à vaincre l'armée russe, malgré l'immense tsunami de matériel, de finances, de munitions qui leur sont données depuis 2 ans. Donc on voit très bien que là, il y a un échec de la part de leurs proxys ukrainiens. Et surtout, il y a une grande lassitude de la part des populations occidentales et américaines en particulier, qui en ont marre de voir les dépenses, le budget américain filer finalement pour être brûlé dans les steppes ukrainiennes, alors qu'il y a des objectifs éminemment plus prioritaires dans le cœur des gens, à commencer par les conditions socio-économiques des populations américaines. Donc, ils voient très bien, les États-Unis, que là, il y a un problème. Donc, leur stratégie en Ukraine n'est qu'un épisode ou qu'un élément d'une stratégie mondiale beaucoup plus vaste, beaucoup plus globale, et qui intègre également le dossier iranien. Donc, comme les Iraniens sont la bête noire à la fois des républicains et des démocrates, alors que les républicains ne considèrent pas le front ukrainien comme une priorité, une urgence, et bien au contraire considèrent que c'est une connerie, les démocrates vont chercher à emmener les Américains dans une autre dimension de leur stratégie globale avec l'Iran, puisque là, ils savent qu'il y a un consensus contre l'Iran entre les démocrates et les républicains. Donc, ils vont essayer. Alors, un consensus avec quand même des nuances, sur les termes et les intensités des engagements. Mais je pense qu'ils essayent d'ouvrir un deuxième front. Alors, un deuxième front à la fois contre la Russie et ses alliés, mais aussi, ils essayent d'ouvrir un deuxième front pour rafistoler les morceaux et essayer de retrouver une espèce d'union nationale autour d'une cause extérieure. Et beaucoup disent que si Biden a donné l'ordre de bombarder le Yémen, parce que vous savez, quand un pays comme les États-Unis décide d'une action à l'étranger, c'est aussi parce que ça lui est bénéfique dans plusieurs domaines. Donc, beaucoup disent que Biden a bombardé le Yémen pour acquérir une victoire militaro-politique avant ces élections, avant les élections américaines. Ils sont déjà quasiment rentrés en campagne, les Américains, même si les élections, c'est qu'en novembre, je crois, de cette année. On voit très bien dans les débats divers et multiples au Sénat ou ailleurs qu'ils sont déjà en lice. Mais je crois qu'on est dans une situation assez scabreuse aujourd'hui. Parce que, d'une part, la situation d'Israël n'est pas très, très bonne en termes militaires. C'est sûr que là, ils sont en train de se prendre une humiliation, pour pas dire plus, mais elle n'est pas très bonne parce qu'ils sont animés par une politique qui n'est pas rationnelle. Ça, c'est l'énorme problème. C'est comme les Américano-Britanniques qui disent à propos de Kiev, non, mais de toute façon, Kiev va gagner la guerre. C'est-à-dire qu'ils sont dans le fantasme. On a affaire à des gens qui n'ont pas les pieds sur terre. Ils sont en déconnexion totale avec leur population. Ils n'ont plus le sens du réel politique. Alors, le bien commun, le sens commun, n'en parlons même pas. Et le drame, c'est qu'aujourd'hui, les fous ont pris le contrôle de l'asile. Et ce sont des fous qui ont l'arme nucléaire. Il ne faut pas oublier qu'Israël a l'arme nucléaire, alors qu'officiellement, ils n'ont pas le droit de l'avoir et officiellement, ils n'en ont pas. Mais on sait très bien qu'ils ont à peu près 200 ogives nucléaires, à peu près. Bon, ça va, on ne sait pas de quelle intensité de puissance de destruction c'est, mais d'ailleurs, ils ont l'arme nucléaire grâce à la France. Hein. Merci De Gaulle au passage. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que à partir du moment où on a un psychopathe qui s'appelle Netanyahou, qui est confronté à des difficultés militaires, qui va dans une fuite en avant complètement à l'inconnu, parce qu'il ne sait pas si les Américains vont vraiment le suivre dans une aventure militaire au Sud-Liban. Et il ne le sait pas.
Ils s'en doutent, mais rien n'est moins sûr. Donc, qu'est-ce qui va se passer si effectivement il y a une inversion des choses et que le Front uni de la résistance commence à étrangler Israël sur le plan militaire? Que va faire Israël en riposte? Ils sont capables de dire on va envoyer une bombe, on va attaquer nucléaire, on va faire une attaque nucléaire sur l'Iran. Alors, l'aspect nucléaire, il est aussi à prendre en considération. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que l'Iran, ils ont mis leur lessiveuse en route, ils ont enrichi leur uranium. On pense que maintenant, ils ont de l'uranium qui est enrichi à environ à 70%. Donc, ils le multiplient pas en quantité, mais en qualité. Et on sait que 70%. Il ne faut pas imaginer que l'Iran va désintégrer Israël. Ça, c'est dans les fantasmes diabolisant l'Iran. On voit au contraire que les chiites, que ce soit la République islamique d'Iran ou le Hezbollah, ce sont plutôt des gens qui freinent à quatre fers pour ne pas rentrer dans une espèce de chaos et d'escalade de guerre infernale. Donc, l'Iran, si l'Iran a l'arme atomique, ça veut dire que l'Iran va pouvoir étendre sur toutes les anciennes républiques baasistes de la région, qui ont été détruites une par l'impérialisme américano-sioniste. Hein. N'oublions pas qu'avant, il n'y avait pas de problème quand il y avait les baasistes qui étaient en Irak, qui étaient en Égypte, qui étaient en Syrie, etc. Et on voit très bien que ce sont ces pays-là qui ont été attaqués en premier par les démocraties droits de l'homiste. C'est étrange. Les démocraties droits de l'homiste attaquent en priorité des pays laïcs, mais laissent tranquilles, à l'époque, des pays où la charia est instaurée, comme l'Arabie saoudite, les Émirats, etc. Donc là, il y a aussi un manque de cohérence, ce qui montre bien que derrière les beaux discours et les belles rhétoriques droits de l'homiste, démocratie et patati et patata, en fait, c'est juste de la poudre aux yeux et du maquillage grossier pour des intérêts qui sont bassement matériels, énergétiques et économiques. Donc, si l'Iran a l'arme atomique, l'Iran va pouvoir imposer en fait un statu quo. Une espèce de, il va y avoir ce qu'on a vécu avec ce qu'on appelait l'équilibre de la terreur pendant la guerre froide, donc l'arme atomique des États-Unis, l'arme atomique des Occidentaux, et puis du coup, tout le monde restait sagement derrière, assis sur sa chaise. Eh bien, si l'Iran a l'arme atomique, du coup, ça change complètement le rapport de force géostratégique dans la région. Alors peut-être que comme l'Iran avance vers un enrichissement de qualité militaire, peut-être que les États-Unis disent d'une pierre deux coups, hein, on va essayer de faire plusieurs bénéfices dans cette opération-là, et on va essayer de bloquer la situation dans la région avant que l'Iran accède à l'arme atomique. Peut-être, je ne sais pas. C'est une idée comme ça que j'ai qui me trotte derrière la tête. Peut-être je me trompe, peut-être c'est un fantasme, ou peut-être je ne sais pas, mais on verra ce qu'en dit l'avenir. Erwan, est-ce qu'un conflit de haute intensité est évitable en ce moment ou on s'en va vers Alors, ça? si tu mets la vidéo, il faut que tu coupes la vidéo. J'espère, moi, personnellement, si vous me demandez mon avis en tant qu'être humain, avec un fond d'optimisme, j'espère que le conflit de haute intensité au Moyen-Orient ne va pas éclater. C'est-à-dire, quand j'entends conflit de haute intensité, c'est-à-dire un conflit déjà à commencer au Sud-Liban, parce que là, c'est clair que le Liban va aussitôt faire front uni contre l'agresseur israélien, avec des appuis immédiats de la part des mouvances du Hezbollah irakien, du Hezbollah syrien. Puis là, on est effectivement dans un engrenage qui peut rapidement devenir un chaos incontrôlable. Donc ça, j'espère que ce conflit de haute intensité ne va pas se déclencher. Alors, il y a quand même des indices qui sont quand même pessimistes. Les déclarations du ministre Gantz, du chef d'état-major de Tsahal. Là, il y a récemment Tel Aviv qui a mis en alerte tous ces hôpitaux
de la région nord d'Israël, donc frontalière avec le Liban. Et le communiqué disait à tous les hôpitaux, attendez-vous à une surcharge de vos services et à une période de plusieurs jours ou semaines sans soutien logistique. Donc ça pue quand même quelque part le conflit à venir. Donc les attentats qui ont eu lieu à Beyrouth, les attentats qui ont eu lieu en Syrie, les attentats qui ont eu lieu en Irak également, et bien sûr l'attentat qui a eu lieu en Iran au moment de la commémoration de l'assassinat de Qassem Soleimani, montrent quand même une volonté des commanditaires ou des acteurs directs, parce que faut pas oublier que l'attentat à Beyrouth Sud a été fait par l'aviation d'attaque israélienne, donc sur un pays souverain contre lequel elle n'est pas en guerre. Donc c'est un assassinat perpétré par l'armée israélienne au cœur d'une capitale d'un pays étranger. Donc on est quand même là aussi au niveau du droit international, on est quand même dans un truc assez hallucinant, quoi. Je veux dire, si demain l'aviation russe allait bombarder un responsable militaire ukrainien en Pologne, je ne sais pas comment réagiraient les Occidentaux. Enfin, si, je sais comment réagiraient les Occidentaux. Donc là encore, on est dans du deux poids, deux mesures. La Russie, fort heureusement, sait raison garder, sait respecter le droit international, quoi qu'en disent les hulubrions des médias occidentaux, parce que ce que fait Israël aujourd'hui, c'est depuis le 7 octobre, mais ça n'a pas commencé le 7 octobre. Il ne faut pas oublier que l'État d'Israël a quand même violé ou n'a pas respecté plus de 150 résolutions, pas une, pas deux, 150, plus de 150 résolutions des Nations Unies à son encontre. C'est quand même, je veux dire, c'est peut-être le pays qui a le record des violations des résolutions des Nations Unies. C'est l'État d'Israël. Et il est toujours pas puni. Je veux dire, quand un pays ne respecte pas une résolution des Nations Unies, il se mange aussitôt des sanctions économiques, des blocus, voire des bombardements. Là, l'État d'Israël, c'est 150 résolutions qui n'ont pas été respectées ou qui ont été violées. Et roule ma poule, on continue comme si de rien n'était. Alors, qu'est-ce qui se passe depuis le 7 octobre? C'est violation, pas seulement du droit international, mais c'est violation du droit humanitaire, avec les blocus complètement hallucinants de la population de Gaza. C'est des violations des frontières de pays souverains voisins. On est sur du... de toute façon, il avait annoncé, Netanyahou, le 7 ou le 8 octobre, il avait dit, de toute manière, nous sommes en guerre contre Gaza. Au début, il disait contre Gaza, mais il s'avère qu'en fait, il est en guerre contre tous les Palestiniens, voire tous les Arabes du front de la résistance. Hein. Et lui, donc il dit, nous sommes en guerre contre Gaza et aucune règle ne sera applicable. Il a dit texto, aucune règle ne sera applicable. Et lorsque la responsable, ou bah, pas seulement elle, hein, parce qu'on peut dire que tous les chefs d'État occidentaux ont été de concert à ce niveau-là, mais quand la responsable du perchoir donc de l'Assemblée nationale française va immédiatement avec Meir Habib, je crois. Alors lui, je préfère ne pas en parler parce que je préfère rester poli. Mais quand elle va en Israël en disant la France, alors qu'elle a aucun mandat, il n'y a pas une commission de l'Assemblée qui lui a dit Madame, vous allez en Israël au nom de la France. Non, elle y allait un voyage privé personnel où elle dit la France soutient Israël inconditionnellement, alors que les massacres venaient de commencer. Comment on peut soutenir un pays d'une manière inconditionnelle? Non, il y a une condition, c'est vous êtes en guerre, oui, mais vous devez respecter le droit international et le droit de la guerre. Parce que la guerre, quoi qu'on en dise, il existe des droits de la guerre. Donc là, on est quand même face à un truc hallucinant. Et ce qui est le plus à craindre, c'est que la situation dérape, non pas à cause de l'intensité des combats, mais dérape surtout parce que il y a un manque, une perte totale de raisonnement et de raison de la part des acteurs politiques. Ça, c'est le drame. Ça, c'est le drame. Erwan, merci beaucoup
d'être venu ce matin, encore une fois, venir nous éclairer le monde francophone, le Québec, la France. Hop, 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 je On a tente beaucoup plus de rien. Français qui nous suivent. Alors, si tu le veux bien, pour terminer, les gens Non, veulent savoir comment on peut te rejoindre, te lire ou t'écouter. Et par la suite, on va mettre fin à l'émission. Je te laisse conclure. ah, très bien, très bonne question. Alors, très bonne question. Donc, aujourd'hui, Oh, Erwan a encore bloqué, là. C'est vraiment une des dernières fois. Merci de votre patience, tout le monde. Comme j'ai dit, s'il y a des gens qui veulent prendre l'initiative de découper cette vidéo-là, et vous pouvez la publier. Attendez pas ma permission, vous pouvez la publier. Il n'y a pas de droit d'auteur à Brochu TV. Et vous pouvez diffuser la nouvelle comme vous voulez. Ça serait très apprécié d'ailleurs. Et donc, on va attendre Erwan là, pour terminer. Vas-y, Erwan. Oui, alors pour terminer, déjà, mille pardons pour la longueur de mes réflexions ou de mes explications. Ensuite, je travaille pour un canal, aujourd'hui, je travaille pour un canal Telegram qui s'appelle Info Défense France, tout attaché. Hein. Donc, si vous allez sur Telegram, vous tapez Info Défense France, vous allez tomber sur ce canal Telegram. Il y a bien sûr un chat associé que vous pouvez intégrer. Donc, ça permettra, par exemple, de dialoguer directement avec moi sous forme de questions-réponses ou de commentaires. Donc, c'est un canal qui traite un peu de la géopolitique, avec bien sûr une priorité ou un fort axe sur le conflit russo-ukrainien, puisque c'est un canal qui fait partie d'un ensemble de canaux multilingues. Je crois qu'il y a 23 langues différentes. Donc, vous avez des infos défense dans toutes les langues quasiment, qui est un réseau d'information russe. Hein. Donc, c'est un réseau d'information dont les responsables sont à Moscou. Mais j'ai intégré ce canal Info Défense France aussi parce que c'est un canal qui n'est pas manichéiste. C'est-à-dire c'est pas un canal bête et méchant qui ne fait que répéter les communiqués officiels d'un gouvernement. C'est un canal donc qui a un parti pris bien sûr et un engagement pro-russe, anti-mondialiste, pro-monde multipolaire, contre le monde unipolaire, mais c'est un canal où il y a une liberté de pensée et une franchise, hein, puisqu'on parle même des choses qui vont pas bien, voilà. Donc ça vous permettra peut-être, si vous le connaissez pas, de continuer à dialoguer ou à me contacter. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup de tout mon cœur de votre attention. Je salue bien bas tous mes cousins de la Nouvelle-France et en espérant retrouver le sourire, la bonne humeur de Karl Brochu et de toute son équipe de collaborateurs. Merci, Erwan. Un grand plaisir de t'avoir accueilli. Merci de ta grande générosité. Quasiment 4 heures d'informations sans Merci arrêt. beaucoup. Et on se reparle au besoin. C'est toujours un plaisir de t'entendre, de constater ta grandeur d'âme. C'est toujours un plaisir de t'écouter. Merci beaucoup et à la prochaine. Donc, c'est tout pour nous aujourd'hui. Merci tout le monde. On se revoit, nous, dans les prochains jours. Je vais sûrement faire des vidéos avec plusieurs intervenants. On m'a fait penser à Marion Sigaud. Il y a d'autres invités qui sont dans le carnet. Je vais avoir bientôt le retour du capitaine Place, qui a eu toutes sortes de problèmes là, ces dernières semaines. Alors, on va pouvoir compter sur la contribution du capitaine dans les prochains jours. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup tout le monde et on se reparle à Brochu en direct pour un prochain rendez-vous. Bye bye.